Alors, on va commencer le webinaire. Déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, bienvenue dans ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir. On parlera aujourd'hui des projets de restauration de la trame turquoise en faveur des chiroptères. Donc, ce sujet, il a été proposé par l'agence de l'eau, représentée ici par Katiana Valentini-Poirier. Hop. Euh, Quelques petites règles avant de commencer le webinaire. Donc, comme vous l'avez remarqué, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, vous pouvez utiliser le module questions et réponses pour poser vos questions. Euh, on va prendre un temps en fin de webinaire pour répondre aux questions qui seront posées. Et si jamais on n'a pas le temps de tout traiter, on pourra extraire ces questions et on pourra y répondre ultérieurement. Voilà. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion d'ici quelques jours. Et le support de présentation aussi sera disponible. Vous pourrez le télécharger sur le site de l'Arbre. Donc, petit point sur l'ARBE. Donc, nous sommes l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. On fait partie des 11 agences régionales de biodiversité qui ont été créées en 2019. On a pour mission principale de mobiliser les acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et de préserver l'environnement. Donc pour ça, on a 4 domaines d'intervention. On accompagne les collectivités et les acteurs, notamment grâce au label qu'on porte. Donc ça peut être Territoire durable, Parc Plus ou d'autres labels. On a aussi une mission de valorisation de connaissances. Donc ça, c'est les missions des observatoires, donc biodiversité ou eau et milieux aquatiques. On a aussi un domaine d'intervention qui est plus la sensibilisation et la formation des acteurs. Donc ça, c'est peut-être que vous connaissez déjà le biodifto, voilà. Et enfin, on a aussi une mission d'animation de réseau d'acteurs. Donc ça, c'est plus, je pense que certains d'entre vous seront concernés par ces réseaux-là. Donc c'est les réseaux régionaux de gestionnaires d'espaces naturels ou de gestionnaires de milieux aquatiques. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Katiana. Oui, merci Mathilde. Bonjour à tous. Moi, je tenais en premier lieu à remercier l'Arbre qui m'a apporté un appui pour l'organisation de ce webinaire et puis bien entendu surtout l'ensemble des intervenants qui nous permettent aujourd'hui de proposer ce programme. Donc, l'idée côté agence de l'eau, c'est au fil de l'eau pour pouvoir accompagner au mieux notre programme, de pouvoir vous proposer des petits webinaires. Donc là, c'est le premier de cette année, mais l'idée, c'est d'en proposer d'autres pour que vous puissiez mieux connaître finalement ces espèces associées à la trame turquoise, quels sont leurs besoins en termes d'habitat, en termes de continuité, et puis surtout vous faire de REX, de projets que vous pourriez être amenés à monter de votre côté pour pouvoir restaurer des habitats et corridors favorables à ces espèces. Donc, juste un petit point à avoir bien à l'esprit, mais vous le savez déjà peut-être, on a adopté notre 12e programme là en fin d'année. Et donc, les aides à la trame turquoise sont éligibles à notre programme dans le cadre de nos aides classiques. Donc, vous pouvez déposer des dossiers de demande d'aide sur notre plateforme en ligne et puis vous rapprocher des chargés d'intervention de l'agence sur vos territoires pour échanger si vous êtes intéressé pour monter un projet. On a des taux d'aide qui peuvent aller jusqu'à 80% et on prend en compte bien sûr tout ce qui est études d'avant-travaux, travaux, maîtrise foncière. La petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi accompagner l'animation pour faire de l'émergence de projets et accompagner les stratégies de territoire qui seraient mises en place. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'agence. Merci. Merci, Katiana. Donc là, on est ensemble pendant 1 heure. Donc on va commencer le webinaire avec le Conservatoire d'espaces naturels, qui va nous faire une petite présentation sur l'écologie des espèces liées à la trame turquoise. Et ensuite, on va poursuivre le webinaire avec 3 retours d'expérience. Donc un présenté par le groupe Chiroptère de Provence, un autre présenté par le groupe Chiroptère Corse, et le dernier qui sera présenté par le Parc naturel régional du Verdon. Voilà. Donc, Cécile, je te laisse la main. Voilà. Ah, bonjour.
Bonjour, moi je suis Cécile Breuil, je suis chargée de mission chiroptère au Conservatoire d'espaces naturels de PACA. Et du coup, je vais faire une petite présentation sur les chiroptères et la trame turquoise et leur biologie générale. Vous pouvez passer à la diapo. Donc, on va voir d'abord les chiroptères et leur écologie en général, et puis ensuite, on verra le lien qu'elles ont avec la trame turquoise, notamment en termes d'habitat, puis en quoi la ripisylve est une zone de chasse privilégiée, et enfin, on verra que les ripisylves sont des zones des corridors de déplacement. Et enfin, on donnera des pistes pour prendre en compte la gestion des chiroptères dans la gestion de la trame turquoise. Donc, en France, on a 35 espèces de chauves-souris, dont 30 espèces sont présentes en PACA. Elles ont un cycle biologique qui est très lié aux saisons. Donc, en hiver, elles hibernent dans les caves, les grottes, les arbres et les fissures des murs. L'hibernation, c'est une période qui est très sensible parce que les chauves-souris, elles ont un stock d'énergie qui leur permet de passer l'hiver en dormant, donc. Et si, par exemple, il y a du dérangement et qu'on les réveille, elles vont utiliser cette énergie. Et on n'est pas sûr qu'ensuite, elles auront assez d'énergie pour passer la suite de l'hiver et arriver jusqu'au printemps où elles auront à nouveau de la ressource alimentaire. Donc, c'est une période très sensible, notamment au dérangement. Ensuite, on arrive au printemps. Donc là, c'est une période de transit entre les gîtes d'hibernation et les gîtes de reproduction l'été. Alors, les transits, ils peuvent se faire sur des petites distances, mais ça peut aussi être des grandes migrations. Les chauves-souris, elles rejoignent aussi, après, du coup, en été, les gîtes de reproduction et d'estivage. Donc, du coup, les femelles, elles se regroupent en colonies pour mettre bas et élever les jeunes ensemble. Et les mâles, en général, sont plutôt exclus de ces colonies et vont passer l'été seuls ou en petits groupes dans des gîtes extérieurs à ces colonies. C'est une période qui est aussi très sensible parce que les chauves-souris mettent bas d'un seul petit parent. Donc, du coup, s'il y a un échec de la reproduction, ça met en péril toute la colonie. Enfin, à l'automne, il y a une autre période de transit où les chauves-souris, du coup, passent de leur gîte d'été à leur gîte d'hibernation en passant par des gîtes de transit. C'est pareil, c'est des petites distances ou alors, pour certaines espèces, des grandes migrations. Et c'est également la période où les chauves-souris, elles vont se retrouver pour s'accoupler. Voilà. Alors, les ripisylves et les chiroptères. En premier, les ripisylves, elles peuvent servir d'habitat pour les espèces arboricoles. Donc, en PACA, on a 13 espèces arboricoles et 9 espèces qui utilisent occasionnellement les arbres. Donc, ce qui fait qu'en tout, on a 22 espèces qui sont susceptibles d'habiter nos ripisylves. Alors, elles utilisent diverses parties de l'arbre. Ça peut être des cavités, des fissures, des écorces décollées ou des trous de pique. Ce sont autant de gîtes potentiels. Et ces arbres peuvent être occupés en toute saison. Alors en été, ben, ça peut aller pour la mise bas, l'élevage des jeunes, ou aussi pour les mâles qui sont en estivage. En automne, on a des cavités qui peuvent servir de place de champ pour les mâles afin de constituer des harems avec les femelles en vue de l'accouplement. Et enfin, en hiver, si les arbres ils sont assez épais pour maintenir une température constante et une humidité adaptée, alors ça peut devenir des gîtes d'hibernation. L'occupation de ces gîtes, elle varie du coup selon les saisons. Donc, c'est pas parce qu'on a un gîte qui est inoccupé à une certaine saison qu'il ne sera pas à une autre. Et elle varie aussi de façon quotidienne parce qu'en fait, les espèces qui sont arboricoles, elles pratiquent souvent ce qu'on appelle la fission-fusion. Donc, en fait, les colonies, elles vont se regrouper et se diviser en sous-groupes et elles vont utiliser plein de gîtes en arbre, en réseau dynamique, en fait. Et donc, c'est pas parce qu'on voit pas de chauve-souris sur un gîte un jour qu'elles seront pas présentes le lendemain. De plus, je tiens à noter que quand on prospecte un arbre, c'est assez compliqué de s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de chauve-souris à l'intérieur parce que même quand on met un endoscope dans une cavité, c'est possible qu'il y ait différentes loges, différentes pièces en fait dans l'arbre qu'on n'arrive pas à voir vraiment à l'endoscope. Et donc, quand on prospecte un arbre, si on voit pas de chauve-souris, ça veut vraiment pas dire qu'il n'est pas utilisé ni à l'instant où on le prospecte, ni dans le futur. Voilà. Donc, on a certaines espèces qui sont arboricoles sur la totalité de leur cycle biologique et qui dépendent totalement des arbres gîtes. C'est le cas de la pipistrelle de Nathusius, du murin de Bechstein et des noctules notamment. Et on a d'autres espèces qui sont plutôt arboricoles sur une partie de leur cycle biologique, comme la barbastelle d'Europe. Les ripisylves, c'est également des zones de chasse qui sont
privilégiées parce qu'elles offrent une ressource alimentaire importante. Il y a une forte concentration, une forte diversité d'insectes, notamment due à la présence d'eau, de bois mort sur pied, à l'effet de lisière et au phénomène d'émergence. Plus il y a une diversité d'essences dans ces ripisylves, plus il va y avoir une grande concentration et diversité d'insectes, plus ces ripisylves seront larges et plus elles vont être fonctionnelles. On compte à peu près 30 mètres pour une ripisylve fonctionnelle. La ripisylve, c'est également une zone avec peu de lumière, ce qui limite les risques de prédation quand les chauves-souris elles chassent. Donc, du coup, c'est vraiment une zone de chasse idéale et qui est susceptible d'être utilisée par toutes les espèces de chiroptères de PACA, en fait. Après, on a quand même des espèces qui sont spécialisées dans la chasse, notamment en cours d'eau. C'est le murin de Daubenton et le murin de Capacini. Et on a une espèce qui est vraiment inféodée à la ripisylve, qui est la Pipistrelle pygmée, qui du coup est spécialiste de la chasse dans ces milieux-là. Oui, du coup, la ripisylve elle a aussi un rôle de déplacement. C'est un corridor essentiel et qui permet la connexion entre les différents territoires. Euh, c'est en région méditerranéenne, c'est les derniers éléments linéaires qui structurent le paysage à grande échelle. Et en fait, les chauves-souris, pour se repérer dans l'espace, pour la plupart des espèces, elles ont besoin de longer des linéaires. Il y a une étude sur des grands rhinolophes qui a montré qu'après, quand dans un linéaire de haies, il y a une trouée de 38 mètres, il n'y a plus qu'un rhinolophe sur deux qui va traverser. Et quand on arrive à 50 mètres de trouée, c'est quasiment infranchissable pour les grands rhinolophes, cette trouée-là. Donc, la préservation de la continuité des ripisylves, elle est essentielle pour que les chauves-souris puissent se déplacer en connectant les territoires qu'elles utilisent les uns aux autres. Donc, pour finir, je vais vous donner quelques éléments de prise en compte des chiroptères dans la gestion des ripisylves. Ça va aller assez vite, mais si vous voulez, on pourra en parler après pendant les 5 minutes de questions. Donc, en priorité, c'est conserver les ripisylves et favoriser leur vieillissement. Parce qu'un arbre sénescent, il est plus susceptible d'être un arbre gîte où on peut trouver des chauves-souris. Et une vieille ripisylve, elle va attirer des insectes qui sont plus variés en plus grand nombre. Il va aussi falloir travailler sur la continuité des ripisylves en ne créant pas des nouvelles trouées et en comblant celles qui sont déjà existantes. Et puis, si on abat un arbre, on conseille trois étapes. Déjà, il faut, dans l'idéal, le faire en automne, éventuellement au printemps, en évitant les zones sensibles que sont l'été et l'hiver. On préconise de d'abord inspecter les gîtes potentiels de ces arbres. Euh, ensuite d'installer des systèmes anti-retour. En fait, le principe du système anti-retour, c'est que si les chauves-souris sont présentes dans les gîtes potentiels et qu'on les a pas vues, en fait, elles pourront quand même sortir, mais ne pourront pas rentrer dans les gîtes. Donc, du coup, on laisse ces systèmes anti-retour au moins une nuit. Après, on abat l'arbre de façon douce, on le dépose au sol. Et là, l'arbre reste encore au moins une nuit au sol, afin que les chauves-souris qui n'auraient pas pu sortir, là, puissent encore sortir. On réinspecte les gîtes potentiels et à ce moment-là, on peut évacuer l'arbre. Voilà, c'est fini pour moi. Merci Cécile. On va passer à la présentation du GCP avec Emmanuel Cosson. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter une étude, enfin les résultats principaux de deux études en réalité, mais qui se rejoignent toutes les deux. Une étude RIPIMED qui avait été financée par l'Agence de l'eau en 2017, qui a duré jusqu'en 2019. Et puis sur la même période, une étude RIPICIL de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, dont j'ai repris des éléments puisqu'on faisait régulièrement des présentations ensemble. Donc, alors, diapo suivante, pardon. Donc, diapo suivante, à nouveau, voilà, on va mettre les trois rapidement. Donc, en fait, les chauves-souris, elles ont besoin de trois compartiments au niveau de leur écologie. Donc, ce sont vraiment des socles. Sans ça, s'il en manque un, elles n'arrivent pas à boucler leur cycle. Donc, il nous faut des gîtes, il nous faut des aires de chasse et il nous faut des zones de déplacement. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va vite se rendre compte que les ripisylves, diapo suivante, sont vraiment cruciales pour les chauves-souris. Donc, premier résultat que nous avons obtenu sur nos deux régions, c'est que pour l'ensemble des régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, on a 30 espèces. Donc, dans les deux régions, on a 30 espèces au maximum. Toutes les espèces se retrouvent à un moment ou à un autre dans les ripisylves.
Donc ça, c'est un élément qui a attiré notre attention. On s'aperçoit, même si toutes n'y sont pas en permanence, que à un moment ou un autre, les chauves-souris sont drainées littéralement par les ripisylves, alors même qu'elles n'ont qu'une très faible représentation surfacique forestière dans nos régions respectives. Moins de 1%. Diapo suivante. Le premier élément de résultat qui nous a été donné, donc je passe un peu sur la partie méthodologie, hein, j'en viens directement aux éléments de résultat, c'est que entre une forêt sèche et une ripisylve jeune, donc c'est des ripisylves généralement dans notre secteur de peuplier blanc, peuplier noir, de faible hauteur, c'est des gaulies, des perchis, on a déjà 3,7 fois plus, pardon, 6 fois non, pardon, entre la forêt sèche et la forêt sénescente, on a 6 fois plus d'activités. Donc là, on représente à gauche les activités et on se retrouve avec un écart entre la jeune ripisylve et la forêt sénescente de ripisylve à 3,7 fois plus d'activités. Donc, quand on observe des écarts aussi prononcés, on sait qu'il se passe quelque chose d'un point de vue écologique, et c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Diapo suivante. Donc, on a déjà constaté que entre le jeune et le sénescent, dans la ripisylve, on avait une activité de chasse qui était beaucoup plus élevée. Donc ça identifie pour nous à la fois deux éléments, certainement une disponibilité en proie qui est accrue, mais aussi une structure de végétation qui est attractive pour de nombreuses espèces, très certainement, ou de nombreux individus d'une même espèce. Donc là, on est sur des variables qui ont été testées et qui sont significatives. Toutes les différences sont significatives. Diapo suivante. Alors, on a essayé de comprendre ce qui pouvait être attractif dans les ripisylves sénescentes. Donc, c'est des ripisylves avec des gros arbres noyés parfois dans des arbres plus jeunes, avec des trouées. C'est des ripisylves où il peut y avoir du mélange d'essence également. Donc voilà, on représente à droite un vieil arbre avec son trou. Et donc on a travaillé sur 51 placettes de 700 mètres carrés où on a relevé un certain nombre de variables et on a essayé de voir quelle était la variable significative dans trois groupes de variables, la structure du boisement à gauche en verticale, le bois mort et les microhabitats. Ce qui est ressorti, c'est que la hauteur moyenne du peuplement est significative, significativement choisie, sélectionnée par les chauves-souris. Donc, il y a un rôle au niveau des strates, certainement du nombre de strates également. Plus c'est haut, plus il y a de strates. Au niveau du bois mort, bah, en fait, on s'est rendu compte que le bois mort lui-même n'est pas forcément une variable sélectionnée en tant que telle, même si on observe que on passe de 1,4 à 16,2 entre les deux groupes, mais c'est le nombre des trouées, nombre moyen de trouées. Donc une trouée, c'est représenté par la hauteur d'un arbre fois 1,5, c'est 1,5 fois la hauteur d'un arbre pour la plus grande largeur de trouée. Donc en fait, c'est des petits trous qui sont à l'intérieur de ces ripisylves et évidemment, lorsqu'on a des vieux arbres, il y en a certains qui tombent. Et ces trouées sont manifestement un facteur favorable aux chauves-souris. C'est ce qu'on retrouve plus vraiment dans les forêts gérées où on a plutôt un couvert continu d'arbres de même âge. Et puis dernier point au niveau des micro-habitats, bah, comme vous pouvez s'y attendre, c'est le nombre moyen de micro-habitats potentiels par arbre, tout type confondu, qui est une variable déterminante dans le choix des chauves-souris. Donc ça a un intérêt, c'est un intérêt pour le gîte, bien entendu, on le voit à droite sur une écorce décollée, mais c'est un intérêt également pour les micro-habitats de reproduction d'insectes, puisque dans tous ces micro-habitats, on va avoir des insectes qui vont pouvoir se multiplier. Donc voilà les trois variables qui expliquent la présence accrue de chauves-souris dans les ripisylves sénescentes. Toutes ces différences sont significatives, je le rappelle. Diapositive suivante. On s'est ensuite intéressé à une question qui est arrivée en cours de route parce qu'on ne savait pas trop comment la traiter. On nous a posé rapidement la question, l'Agence de l'eau notamment, et puis les partenaires, mais quelle est la largeur fonctionnelle minimale?
Donc là, vous voyez qu'il y a une activité qui a été traitée, enfin on a fait deux traitements, un traitement sur les activités de murin, puis un traitement sur les activités de pipistrelle en fonction des largeurs. Donc diapo suivante. Donc on a une croissance de l'activité en fonction de la largeur. On s'aperçoit, diapo suivante, que, bon, je passe sur l'explication des graphiques, ça ce sont les résultats en Rhône-Alpes et les tests sont également significatifs en Rhône-Alpes. Et dia suivante, on se rend compte qu'il y a donc cet effet significatif, dia suivante, et un optimum autour de 50 mètres. Et déjà, on peut appuyer dia, déjà on s'aperçoit que 30 mètres, c'est un seuil au-delà duquel écologiquement il se passe quelque chose qui favorise la biodiversité, et notamment les chauves-souris. Donc vous pouvez appuyer deux fois sur les dias. Donc voilà, les 30 mètres de largeur pour le décrochement. Et on a cherché de la biblio parce qu'on était surpris de ne pas trouver grand-chose sur ces largeurs. Et une des rares biblios que nous ayons trouvées, c'est en 2011, Tofin, au Canada. Alors, c'est pas chez nous, c'est pas en Europe, mais qui donnait 50 mètres de large sur une rive pour la ripisylve favorable aux castors et d'autres espèces. C'était un peu une norme. Et étonnamment, on retrouve la même chose en PACA avec une méthode différente. Et en Rhône-Alpes, ils ont utilisé une autre méthode, notamment en introduisant des effets lisières. Et ils s'aperçoivent que c'est la même chose. On est autour de 30 à 50 mètres. Donc c'est, je pense, assez renforcé aujourd'hui. On peut dire que maintenant, il faut des ripisylves de 50 mètres partout, de large, de part et d'autre d'un cours d'eau. C'est loin d'être le cas, je le sais, mais c'est un objectif. Suivante. Alors on s'est demandé si les faibles largeurs avaient un rôle. Et là, on a la largeur de la ripisylve en mètres, en abscisse et en ordonnée. On a un nombre d'espèces contactées par nuit. Et on s'aperçoit que même pour des faibles largeurs, on a des grands nombres d'espèces contactées. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet de la largeur sur le nombre d'espèces utilisant la ripisylve. Dia suivante. Et on en déduit, comme dans Rhône-Alpes, où c'est non significatif également, en dia suivante, on en déduit qu'il n'y a pas de relation, ce qui veut dire que les faibles largeurs ont en fait un rôle fonctionnel capital. Ça veut dire que toutes les espèces vont utiliser une largeur de 50 cm. On a vu ça sur certains secteurs, par exemple sur la Durance ou ailleurs, où on n'a plus qu'un rideau de canne de Provence. Eh bien, il faut savoir qu'un rideau de canne de Provence sera encore utilisé par toutes les espèces du secteur. Donc, d'un point de vue fonctionnel, c'est essentiel. C'est clair que d'un point de vue nourricier, c'est pas là qu'elles vont en chasser. Suivante. Là, c'est un travail qui a été mené en Rhône-Alpes où eux se sont intéressés à la place de la ripisylve dans l'environnement boisé. Donc, ils se demandaient si, il y avait une relation entre la longueur de la trouée à franchir et la proportion de forêt dans le paysage. Est-ce qu'il y a un comportement différent? Donc, dans un paysage boisé, c'est-à-dire maillé de boisements, de haies, c'est-à-dire supérieur à 15% de forêt dans la maille, plus la rupture est importante, moins les chauves-souris la franchissent. Donc, suivante, on s'aperçoit qu'en fait, les chauves-souris font un choix qui est celui de la continuité avant tout. Elles vont pas prendre le risque de traverser des grands espaces ouverts. Néanmoins, en paysage dégradé, donc inférieur à 2% de forêt, on s'aperçoit que les chauves-souris, bah, finalement, n'ont pas le choix et vont franchir des ruptures de corridor bien plus importantes. Suivante. Et ça a malheureusement un coût énergétique, et toutes les espèces n'auront pas le faire. Ça a été rappelé par Cécile Breuil tout à l'heure. Les grands rhinolophes, un sur deux, autour de 38 mètres, ne passent plus la rupture. Donc c'est pour ça, là, je mets que le seuil de 40 mètres de rupture, ça doit être le maximum. En fait, il ne faut pas le dépasser parce qu'il y a déjà un grand rhinolophe sur deux. Et dans l'étude qui avait été présentée par David Pinault du CNRS, il ne faisait pas la distinction entre les jeunes et les adultes. Mais on sait par ailleurs dans une étude sur les petits rhinolophes en Irlande que pour les jeunes, une rupture même faible, c'est 100% d'entre eux qui ne traversent pas. Donc en fait, il y a vraiment une complexité dans ces ruptures qui joue sur les âges des chauves-souris. Suivante. Donc oui, j'ai rappelé 33 mètres, mais en fait c'est 38. On changera ça dans le diaporama. Bah, j'en arrive à la fin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que bah, la ripisylve héberge toutes les espèces locales.
qu'elle va héberger également des espèces très sensibles au vieux boisement et très rares, comme le murin de Bechstein, par exemple, qu'on va retrouver dans des ripisylves, même des ripisylves qui n'en ont plus l'allure avec des platanes à l'intérieur, par exemple, mais qui sont encore des milieux arborés et rivulaires. L'intérêt, c'est qu'on trouve les gîtes pour les espèces arboricoles, et les gîtes apparaissent beaucoup plus vite dans les forêts de peupliers que dans les forêts de chênaies, dans les forêts de chênes. Hein, il va falloir 150 ans pour qu'il y ait des microcavités sur un chêne, alors que là, en 60 ans, on a déjà les microcavités. Pour la chasse, c'est hyper favorable parce qu'il y a beaucoup de bois morts, il y a de l'eau également généralement. Bon, parfois, il y a des cours d'eau qui s'assèchent, mais généralement, il y a de l'eau à proximité. Puis d'autre part, on l'a vu, le déplacement est vraiment primordial, notamment dans les secteurs agricoles. Alors en PACA, je prends un exemple, entre les collines et la Durance, il y a plusieurs endroits où les chauves-souris doivent faire plusieurs kilomètres de vol pour traverser des espaces agricoles très ouverts. Et s'il n'y avait pas d'affluent de la Durance ne pourrait pas être peuplée par des chauves-souris venant des collines. Donc ça, c'est un élément vraiment crucial. Donc il faudrait une ripisylve connectée en continu, en libre évolution, pour avoir beaucoup de bois mort, et d'une largeur de 30 à 50 mètres de part et d'autre. Évidemment, si c'est plus, c'est mieux. Suivante. Nous, ce qu'on propose également, en plus des éléments suggérés par le SEN tout à l'heure, c'est de retirer les boisements des ressources forestières mobilisables. Donc, sur ces ressources, on a le plan climat et le plan de la ressource forestière, le programme de ressources forestières. Bon, bah, là, en fait, il faudrait que les ripisylves soient supprimés de ces choses-là. Il y a encore des ripisylves en PACA qui sont concernés par ces plans de mobilisation. Il faut privilégier la libre évolution. Je sais bien que c'est pas facile partout parce qu'aujourd'hui, on voit une dynamique également d'appropriation des ripisylves en zone humaine et périurbaine en amenant le public à l'intérieur, ce qui pose des soucis de sécurité et donc de disparition de micro-habitats gîtes à chauves-souris. Donc bon, ça, il faut trouver un équilibre, c'est pas simple. Développer la maîtrise foncière dans le cadre de politiques publiques. Je pense qu'on est sur une tellement faible surface de milieu forestier qu'il est tout à fait judicieux de mobiliser cet outil de maîtrise foncière. Et puis d'autre part, valoriser les services rendus. Bon, j'en parlerai pas ici, il y a énormément d'ouvrages qui ont été publiés également par l'agence. Et puis, on s'est rendu compte lors de l'étude qu'il y avait un problème lié à la perception des gens sur la ripisylve. La ripisylve, elle est vue un peu comme un espace de non-droit, un espace marginal, dans lequel, en fait, la réglementation ne s'appliquerait pas et on peut y faire un peu ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on voit dans les ripisylves, malheureusement. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment se réapproprier la ripisylve. C'est un peu ce qui se fait justement au droit des villes, au niveau des ripisylves urbaines. Mais il faut faire attention à pas les dégrader non plus. Mais il y a plein d'endroits où, en fait, c'est des décharges, c'est des dépôts, on vient y couper du bois, etc. Dia suivante. Et pour terminer, vous trouverez plein d'éléments supplémentaires dans l'ouvrage en ligne de RIPIMED à gauche, fait par le GCP, un ouvrage de la LPO Aura sur la conservation des ripisylves qui donne les éléments clés à retenir. Donc, c'est pas vraiment nos deux ouvrages ne sont pas des rapports scientifiques, ce sont vraiment des éléments de synthèse qui permettent de comprendre où sont les leviers et qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis, d'autre part, sur le site professionnel de l'OFB, il y a énormément de publications liées à la ripisylve qui sont également disponibles. Voilà. Et ces deux projets ont été possibles avec le soutien technique et financier d'un grand nombre de partenaires dans les deux régions. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Grégory, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, on va poursuivre sur les notions de ripisylve, mais nous, plus largement, sur les notions de trame turquoise, puisque c'est un travail qu'on a été amené à mener avec l'Agence de l'eau et l'Office d'environnement en Corse. Donc, dia suivante. Donc, l'intitulé au départ du projet, enfin, l'intitulé du projet, au départ et à la fin, c'est une étude opérationnelle préalable à l'élaboration donc des trames, les différentes trames, et surtout la trame turquoise, même si ça apparaît pas dans le titre initial, donc spécifique aux chauves-souris en Corse. Donc, projet qui a été piloté et initié par l'Agence de l'eau et l'Office de l'environnement chez nous. Donc, l'objectif du projet, ça a été donc d'abord d'identifier des trames à travers des cartographies. On a profité pour travailler aussi sur la trame noire, puisque vous savez que pour des espèces nocturnes, ça a un intérêt majeur.
Donc, principalement, pour identifier les trames, ça a été de mettre en place un concept, en tout cas, d'analyse cartographique. Donc, les objectifs sont rappelés dans l'identifiant des trames turquoises. Ça a été avant tout d'établir aussi des plans d'action pour notamment deux micro-régions dont je vais parler un petit peu plus tard, réaliser des fiches techniques, enfin donner des outils à des porteurs de projets ou à des communautés de communes ou des communes ou à des élus pour permettre de décliner les, les mesures adaptées à la préservation, restauration, etc., des trames, et notamment de la trame turquoise. Et donc voilà, donc dia suivant. Donc, le premier gros travail, c'est un programme qui a été mené sur 3 ans, hein. Premier gros travail, ça a été d'établir une méthode adaptée à l'établissement justement de ces trames turquoises et de ces cartos fonctionnels. Donc, on a utilisé essentiellement deux logiciels qui sont Biodispersal et Grafab, qui ont permis en fait d'établir les cartes que vous voyez en dessous, qui correspondent à des espaces micro-régionaux. À droite, c'est la côte, sur la côte occidentale, donc sur la région de Sagone, pour ceux qui connaissent, Cluj. Voilà, en dessous de Cargèse, on va dire. Et puis l'autre à gauche, c'est l'autre côté, donc sur Saint-Florent et Bastia, deux vastes régions qui sont sous influence de colonies de chauves-souris, et notamment de colonies majeures de murins de Cappuccini et de Rhinolophe real, qui sont des espèces en danger critique d'extinction sur la Corse pour les listes rouges et qui sont présentes sur ces deux micro-régions. Donc l'idée, c'était de savoir comment ça se passait pour elles au niveau des déplacements des animaux pour rejoindre leur site de chasse. Voilà, donc cette trame, elle a été construite grâce à ces deux logiciels, trame théorique au départ, et puis validée avec des méthodes d'analyse acoustique. Donc, dia suivante. Voilà, donc les deux secteurs donc, ont été étudiés. Ça a permis de déboucher à des. On reverra les cartographies tout à l'heure plus en détail, mais ça a permis de déboucher sur des fiches techniques. Donc, tout un tas de fiches techniques disponibles par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, hein, par Manu, et puis j'ai le nom de l'autre personne qui est intervenue, Mademoiselle Breuil, je crois. Et puis voilà, et puis des plans d'action, surtout des plans d'action à destination des communes et des communautés de communes qui étaient concernées par ces espaces. C'est vraiment des plans d'action qui sont déclinables et opérationnels rapidement. L'idée, c'était ça, hein, c'était de leur donner les éléments fonctionnels, on verra sur les cartes, pour qu'ils puissent décliner au plus juste les mesures. Donc différentes réunions, etc., etc., avec les élus. Donc il y a eu tout un tas de moments de concertation tout au long de ces 3 années d'études avec les communes pour qu'on les associe au projet et puis qu'ils nous apportent aussi eux-mêmes les éléments techniques, parfois d'urbanisme, etc., etc., qui nous permettaient de construire aussi les cartes et puis de valider les plans d'action. Donc voilà, on passe en détail tous les outils qu'on peut retrouver sur notre site. Et puis plus largement, vous pouvez, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous communiquer les plaquettes, les flyers, enfin, et tous les documents d'information qui pourraient être nécessaires. Vas-y, dia suivante. Donc voilà, par exemple, pour le site de Saint-Florent-Bigouille, donc vous avez la carte qui a été établie par Grafab et puis Biodispersal. Donc, on arrive à des nuances de bleu et des vastes espaces qui sont blancs, qui répondent pas à la trame turquoise, en fait. Et toute cette zone bleue nuancée, c'est les trames qui peuvent être théoriques, qui peuvent être intéressantes pour les chauves-souris. Donc, validées, hein, malgré tout, par ultrasons pour certains sites de référence. Et voilà, donc on arrive à avoir des valeurs de trame qui sont trames turquoise, qui sont sur des valeurs de qualité, notamment s'il y a une continuité qui est continue, discontinue, donc maximale, forte ou moyenne. Je vois qu'il y a une faute sur continuité maximale.
Voilà. Et après, dans chaque type de grande continuité ou de grande trame, eh bien, on analyse les milieux qui sont intéressants. Donc, c'est le graphe de droite, avec des milieux plutôt agricoles ou artificiels, etc., etc. On voit que les zones humides sont quand même largement intéressantes, et les linéaires de paysage aussi. Donc, c'est les zones bleues sur les graphes. Donc, et puis les zones vertes. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est surtout pour vous donner un peu les éléments qu'on communique, nous, aux communautés de communes et qui nous permettent d'asseoir notre analyse après. Donc, on retrouve toutes ces notions de répissif qui sont aussi importantes que ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Donc, dia suivante. Voilà, bon, elle est peu importante, mais ça permet de faire un zoom sur la zone. Vas-y, dia suivante. Je ne vais pas m'éterniser sur cette dia. Et après, dessus, donc on y apporte les éléments qui pourraient être considérés comme des éléments de conflit. Donc, ça va être des éléments qu'on a identifiés. Bon, alors, pour répondre aux problématiques de pollution de trame noire, de pollution lumineuse, évidemment, des problèmes d'infrastructure, routes, zones de bâti, et puis également des problèmes structurels qui peuvent être l'absence de végétation, donc des ruptures dans les corridors boisés, mais aussi dans les ripisylves. Des petits facteurs aussi sur des zones qui sont agricoles, sur des pressions d'élevage notamment, sur des pressions qui sont exercées sur les ripisylves. On a beaucoup d'élevages, pour nous en tout cas, qui sont des élevages très extensifs, avec des altérations qui sont très ponctuelles sur certains espaces, mais on a vu que 50 mètres de ripisylve, ou en tout cas des ruptures de linéaires de ripisylve pouvaient avoir un enjeu majeur. Et bien, des zones de pression d'élevage, enfin, des zones sur lesquelles l'élevage exerce une pression, eh bien, ça peut être rédhibitoire pour la circulation. Donc, toutes ces zones, on les a identifiées sur des cartographies. Voilà, et puis d'autres facteurs. Donc, on arrive à avoir sur un espace comme celui de la plaine orientale, hein, entre Saint-Florent et Bugouille, hein, ça représente un vaste espace malgré tout. Et on a 135 zones de conflit, avec des zones de conflit prioritaires, priorité 1 ou 2. Et on se rend compte que finalement, les zones de conflit à priorité 1, donc qui sont des zones de conflit majeures, il y en a relativement peu sur des vastes espaces comme ça. Donc c'est sur cela qu'il va falloir véritablement travailler. Voilà, et puis après, bon, des zones de conflit de priorité 2, donc sur lesquelles il y aura des actions, mais qui sont plutôt secondaires, donc à proposer dans les plans de gestion ou dans les plans d'action. Dia suivante. Je pense que ça doit être un zoom, je ne me rappelle plus. Voilà, bon, ben, voilà un peu la carte que ça attribue. Donc à chaque fois, on rajoute hein, effectivement des éléments d'information pour construire demain les plans d'action opérationnels sur l'élaboration d'une continuité écologique sur ces espaces micro-régionaux. Dia suivante. Donc, tous ces documents sont disponibles, hein, évidemment. Là, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est des documents cartographiques sur lesquels il faudrait zoomer. Dans les plans de gestion, c'est bien adapté. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous les demander, hein, évidemment. Donc, les petites actions proposées, ben, on reste toujours aussi sur la pollution lumineuse, hein, parce qu'on est dans des zones périurbaines, hein. On est quand même dans les zones de Bastia, Saint-Florent, qui sont des zones avec des zones d'activité commerciale, par exemple, notamment le sud de la région de Bastia, et des déconnexions sur des espaces littoraux, notamment sur des grosses zones humides. Pour ceux qui connaissent l'étang de Bigouille, qui est un réservoir de biodiversité relativement intéressant pour les zones de chasse qu'elle offre pour le Murène Capacini. Donc c'est vraiment essentiel. Et donc les zones d'activité commerciale périphérique, c'est vraiment un problème. Donc, il y a eu vraiment un gros pôle d'inquiétude sur la pollution lumineuse sur ces espaces-là. Le franchissement des routes, évidemment, là aussi, on est en périphérie de Bastia, donc aéroport, voies rapides, etc., etc. Et puis après, il y a tout le travail sur les ripisylves. Donc, c'est les actions 2, 3 sur le maintien de la trame turquoise, notamment sur des ripisylves prioritaires qui ont été identifiés sur ces espaces-là. Donc, ça fait partie des 12 zones de conflit prioritaires. Et puis améliorer donc, la trame turquoise. Là, on est plus sur de la végétation euh, euh, intra-urbaine ou des haies qui sont à reconnecter. Voilà, etc., etc. Une petite attention sur aussi l'éclairage sur les LED solaires dans les zones agricoles. On a vraiment une problématique qui est naissante chez nous.
Voilà, des espaces agricoles qui sont aujourd'hui éclairés de manière autonome. Enfin voilà, sinon des choses relativement classiques sur des actions à mettre en place. Voilà, donc si tu peux passer à la dia suivante. Ben voilà, on retrouve au niveau cartographique toutes les zones de conflit et les mesures à mettre en place sur ces zones de conflit. Chaque zone de conflit est numérotée sur les cartes. On ne le voit pas très bien sur ces cartes-là. Je crois même que les numéros apparaissent pas. Mais voilà, en fait, après, il y a des zooms par secteur et on établit vraiment un espèce de catalogue d'actions. Je pense que c'est l'autre dia. Voilà, c'est un catalogue d'actions qui présente un peu cette forme-là. Bon, le catalogue est un peu plus sexy que ce qui vous est présenté là-dessus. Là, c'est juste un tableur qui récapitule une partie des actions, hein. Bien évidemment, il y en a tout un tas. Là, c'est vraiment un extrait. Mais en fait, il y a donc les différentes menaces, donc la localisation sur la zone de conflit. Après, on retrouve sur les cartographies les secteurs, les priorités sur les secteurs, priorité 1, 2, comme on a vu jusqu'à priorité 3. Et puis des numéros qui donnent la localisation précise. Évidemment, toutes les couches sont disponibles sous système d'information géographique, donc on peut précisément retrouver le secteur qui est considéré. Et puis bah, les types d'actions qu'on mène, hein. Donc là, sur chaque plan de gestion, les communes peuvent s'en inspirer. Alors, on a bien conscience que les communes ne sont pas forcément, c'est pas elles qui vont, en tout cas, les plus dynamiques vont aller faire ce travail-là. Pour les autres, il va falloir les accompagner. Donc, par contre, le document est là, il a été validé par eux-mêmes. La plupart des communes ont été revues, pour celles où, en tout cas, sur les zones de conflit prioritaires. Et voilà, donc maintenant, on est sur la phase opérationnelle de déploiement. Donc ça, c'est la deuxième tranche qui va démarrer l'année prochaine sur l'accompagnement des communes pour mettre en place ces actions. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de déployer les plans d'action aujourd'hui auprès des communes, notamment pour celles qui sont comment dire, mince, j'ai perdu le mot, mais en tout cas qui présentent des actions de priorité 1, donc urgentes à mettre en place pour recréer, en tout cas redonner de la fonctionnalité à leur espace. Les communes aussi qui sont pas forcément très dynamiques, ou en tout cas toutes sont OK, hein, sur le principe, mais voilà, on n'a pas forcément les moyens en personnel ou en temps ou en moyens financiers pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Donc on va les accompagner aussi dans ces mesures-là. Donc il y a tout un travail, un calendrier d'action qu'il va falloir mettre en place. Donc actuellement on en est là. On reprend les plans d'action pour les mettre en œuvre de manière fonctionnelle, opérationnelle, à partir de, je dirais, fin d'année, sinon 2026, on espère déployer ces actions. Voilà. Donc voilà, je pense que tout est dit pour la suite et poursuivre les actions de communication et de sensibilisation, bien évidemment, auprès des acteurs locaux, mais aussi de la population locale pour qu'il y ait une meilleure appropriation des mesures qui vont être mises en place. C'est très bien la sensibilité que peuvent avoir certaines personnes par rapport à l'éclairage public, par exemple. Donc tout ce travail, il sera déployé également. Donc il y a encore du pain sur la planche, mais disons qu'on a un programme, on a des plans d'action qui sont fonctionnels et sur lesquels il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, on va dire. Voilà. Et la dernière dia, je pense que c'est la dernière. Voilà. Je vous remercie de cette attention. Merci Grégory. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et les intervenants pourront y répondre directement. Voilà. Et on va passer maintenant à la dernière intervention qui sera faite par le PNR du Verdon avec Julie et Lucine. Juste Mathilde, dans le module Q&R Oui, pour poser les questions. oui, oui, tout à Ouais. fait, le module QR, parce que là, je vois que le chat s'affole. Voilà. Donc, module QR, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Lucine Ruff, je suis chargée de mission agroécologie au Parc du Verdon. Et donc, on intervient avec Julie Marie qui s'occupe de la zone Natura 2000 du plateau de Valençol pour vous présenter le réseau d'infrastructures agroécologiques pour le Petit Rhinolophe qu'on met en œuvre depuis plusieurs années au sein du Parc du Verdon. Et donc, je laisse la parole à Julie pour
présenter le contexte. Oui, bah, bonjour à tous. Donc, du coup, avec Lucine, on travaille donc au parc du Verdon. Donc, c'est un parc qui s'étend sur 54 communes aujourd'hui. Et notamment, en fait, on a une charte, donc que ce soit l'ancienne charte ou la nouvelle, qui est en mise en œuvre depuis 2000, enfin, qui a commencé cette année, donc sur 2025-2040. On a des objectifs qui sont assez forts en lien avec les haies et les infrastructures agroécologiques. Donc ces objectifs, notamment, ça va être de reconquérir et préserver les milieux naturels fragilisés, imposés à l'eau, mais également de rechercher un fonctionnement hydrologique et écologique qui soit satisfaisant, de favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et du paysage, et également d'intégrer les enjeux de biodiversité dans les choix d'aménagement et du territoire. Et notamment, pour répondre à ces enjeux-là, c'est parce qu'on a plusieurs gros enjeux qui sont en lien principalement sur le plateau d'Alençon, mais aussi à l'échelle du parc, qui vont être soit la biodiversité, puisqu'on est animateur de 6 sites Natura 2000, dont celui du plateau de Valensole, et c'est celui dont moi j'anime. Et on va aussi avoir du coup sur le plateau de Valensole des problèmes d'érosion, érosion des sols, donc qui ont des impacts notamment sur soit la qualité de l'eau, soit sur des pertes économiques pour la production agricole, des coûts financiers. Et donc en lien avec ces deux thématiques-là, on décide de travailler sur les haies donc depuis 2016. Et pour ça, on travaille soit en lien avec la trame verte et bleue qu'on a mis en place donc à l'échelle du parc et qu'on a intégré à notre plan de parc. On est animateur du Sage Verdon, donc des sites Natura 2000 et de la démarche Regain qui est animée par Lucine. Et la démarche Regain, justement, mais Lucine en parlera sûrement mieux si vous avez des questions. C'est un partenariat qui est fait avec la Chambre d'agriculture du 04, mais aussi la Société du Canal de Provence, pour lequel on travaille avec les agriculteurs pour essayer de favoriser en fait des pratiques qui soient plus durables et plus vertueuses. Et donc, on travaille ensemble avec Lucine pour faire le lien entre agriculture et biodiversité. Et donc, si on passe à la diapo suivante. Donc depuis 2016, on a commencé à travailler au parc sur l'implantation des haies pour développer du coup donc tout ce système-là pour essayer de le renforcer puisque le plateau de Valensole, c'est un plateau agricole en grande culture qui a donc fait l'objet notamment du remembrement et qui a vu disparaître un bon nombre de son linéaire. Et on avait commencé finalement par travailler plus par opportunité avec les agriculteurs qu'on avait déjà en contact, avec qui on travaillait sur d'autres thématiques, un peu par facilité quelque part de dire on avait répondu à des subventions, notamment on avait été subventionné par la Fondation de l'Occitane. Et donc on a réussi à planter donc 6 km de haies. Et derrière, bah, on s'est dit qu'il fallait un peu plus structurer notre façon de travailler pour essayer d'avoir en fait plus d'impact et éviter de faire des bouts de haies un peu par-ci par-là et pouvoir avoir finalement un impact qui soit du point de vue agricole ou du point de vue de la biodiversité plus construit et plus important. Et donc pour ça, on avait répondu aux appels à projets donc de l'Agence de l'eau en 2021 et 2023. Et donc du coup, si on passe à la diapo d'après. Donc, la première étape, notamment, ça a été d'identifier les secteurs à enjeu en lien avec la trame turquoise, que ce soit du point de vue de la biodiversité. Donc, nous, on s'était basé sur l'espèce du petit rhinolophe, qui est connu, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment pour avoir des distances, en fait, d'émissions qui sont relativement courtes. Et donc, le fait d'avoir des trouées dans les haies qui soient, s'ils sont trop importants, de ne pas permettre d'avoir des corridors qui soient fonctionnels et aussi d'identifier les secteurs qui font face à une problématique d'érosion, de façon à pouvoir finalement répondre aussi à des questionnements plus proches des agriculteurs et qui leur parlent aussi un peu plus et vraiment lier les deux pour qu'on puisse implanter des haies au bon endroit de la bonne façon. Donc pour ça, on a fait plusieurs cartes, si on passe à la diapo d'après. Donc, on va avoir la trame de biodiversité liée aux petits rhinolophes qui vont être soit les réservoirs là où on va pouvoir le retrouver, mais aussi les voies de déplacement. On va avoir du coup une carte aussi avec les enjeux d'érosion qui sont liés au plateau de Valensole, mais qu'on a fait aussi à l'échelle du parc. Les linéaires de haies qui sont déjà présents et on a couplé ça aussi du coup avec la présence des gîtes dont on avait déjà connaissance. Et ça nous a permis aussi donc d'avoir des zones en fait où il fallait justement renforcer le réseau d'infrastructures. Et on a poursuivi en fait ces études-là avec les derniers appels à projets et d'autres sources de financement, si on passe à la diapo d'après, pour aller plus dans de l'opérationnalité
où vraiment on a travaillé avec des bureaux d'études pour faire une étude plus concrète sur certaines communes, donc un vrai zoom pour savoir quelles haies il fallait absolument conserver, celles qu'il fallait restaurer et celles qu'il fallait recréer pour justement essayer d'être bénéfique au petit rhinolophe qui était notre espèce cible. On a aussi du coup couplé cela derrière avec la cartographie du RPG niveau 2, donc le registre parcellaire graphique. Je ne sais pas si tout le monde le connaît et du coup je tenais à le préciser. C'est le RPG avec les numéros de package, donc il n'y a pas le nom des agriculteurs en face, mais ça nous permet en fait quand on travaille avec un agriculteur de pouvoir directement sur l'outil cartographique, de voir en fait quelles sont toutes ces parcelles et de pouvoir plus facilement travailler avec eux, les conseiller au mieux aussi pour savoir où implanter les haies. Et nous, pouvoir aussi faire une recherche à l'inverse, c'est-à-dire que si on sait, là par exemple, grâce à l'outil qu'on a développé, qu'il faut replanter une haie à cet endroit-là, en fait, on va pouvoir aussi rechercher quel agriculteur est concerné. Et donc ça, c'est un outil qui, en tant que gestionnaire, est quand même assez utile, je trouve. Et donc, je tenais à vous en parler. Et derrière, en étape, une fois qu'on a pu permettre d'identifier les zones où il fallait intervenir et les outils qu'on a pour réussir à cibler les bonnes personnes, on va passer du coup plutôt à une étape donc, de sensibilisation, de prise de contact avec les agriculteurs concernés. C'est la diapo d'après. Et puis après, un accompagnement des projets de plantation qui nous a permis notamment sur ces dernières années de planter 10 km de haies supplémentaires. Et donc là, c'est plutôt Lucine qui va intervenir pour vous expliquer ces parties-là. Merci Julie. Oui, du coup, on peut passer à la diapo suivante. Je vais vous parler un peu de l'accompagnement qu'on fait auprès des agriculteurs qui souhaitent planter des haies. Donc, une fois qu'ils ont été identifiés, qui nous ont contactés parce qu'ils étaient intéressés ou qu'on les a contactés parce que ils étaient sur des secteurs prioritaires. On va commencer par aller chez eux pour faire un diagnostic préalable à la plantation des haies. Donc, c'est un entretien individuel avec l'agriculteur sur le terrain qui nous permet déjà de voir quels sont ses besoins. Est-ce que c'est de faire une ébrisement pour lutter contre le Mistral? Est-ce qu'il souhaite favoriser la biodiversité? Est-ce qu'il a des apiculteurs avec lesquels il travaille ou qu'il est lui-même apiculteur et donc il souhaite avoir des essences particulièrement mellifères? On peut avoir l'enjeu évidemment de l'érosion et donc d'implanter des haies qui essayent voilà, de limiter ces écoulements. Enfin voilà, les objectifs peuvent être assez divers aussi, des éleveurs qui veulent avoir de l'ombrage pour les animaux ou bien des essences qui puissent être fourragères. Donc tout ça, on va voir quels sont les besoins. Les- Par là, on va aussi voir quels sont les objectifs qui répondent à ces besoins des haies. Et puis, quelles contraintes aussi ont les agriculteurs? On va voir notamment les contraintes qui sont liées à la prédation euh, pour les haies, notamment tout ce qui est gibier, euh, les sangliers, les chevreuils, etc., qui vont nous permettre déjà de voir si les implantations, enfin, quelles implantations peuvent être possibles et quelle protection adéquate en face il faudra mettre en place. Évidemment, on regarde aussi le contexte du sol, les contextes pédoclimatiques. Est-ce que le sol est humide, sec, est-ce qu'il y a de la pente, etc. Donc, on va voir tout ça avec l'agriculteur. Et suite à ça, on échange. Non, on peut rester sur la diapo d'avant. C'est le deuxième point. On va concevoir un projet en fonction de ces objectifs-là. Euh, on va proposer en premier lieu un schéma d'aménagement. Donc, en bas, vous voyez des photos des différentes étapes en fait, cette conception du projet. Vous avez une vue aérienne, alors c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais en haut, ce qui est important de voir, c'est que nous, à partir des vues aériennes, on trace des linéaires souhaitées des haies. Là, vous voyez un linéaire en rose qui est en projet et en vert, c'était des haies qui avaient déjà été plantées quelques années auparavant. Euh, je vous ai remis au milieu la carte qui est très bleue, en fait, c'est parce que donc nous, on travaille avec les financements de l'Agence de l'eau pour ces haies qui doivent être dans la trame turquoise. Donc là, on vérifie effectivement l'emplacement dans le cas où c'est l'agriculteur qui nous contacte et qu'on ne sait pas forcément initialement si la haie est favorable ou pas pour renforcer la trame turquoise. Donc là, c'est le cas parce qu'elle est dans le secteur qui a été prédéfini. Et donc, ce schéma d'aménagement, on le propose aux agriculteurs. Donc, ça va être, par exemple, à droite, vous avez
une haie double. Donc on propose 2 rangs avec une alternance d'arbres de tailles différentes. Donc c'est souvent le cas pour des haies brise-vent, par exemple. Donc on essaie d'avoir un effet filtration de l'air. Euh, voilà. Et donc par la suite, si l'agriculteur nous valide ce premier schéma d'aménagement, on va proposer une liste d'essences qui sont adaptées. Je vais en reparler juste tout de suite. Cette fois-ci, on peut passer. Euh, et donc, notamment, une fois que cette liste d'essences, donc qui sont plutôt des essences forestières locales, on évite évidemment de mettre des espèces exotiques envahissantes. Ça paraît peut-être évident pour certains, mais en fait, dans les haies ornementales et bah, beaucoup chez les particuliers, mais ça se trouve parfois aussi sur des zones agricoles, on a tendance à mettre par exemple du Pyracantha, qui est une espèce invasive. Donc nous, on est vigilant là-dessus et on privilégie donc des végétaux d'origine locale. On travaille notamment avec des pépiniéristes. Donc je crois que Cérès Flore est avec nous aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est l'un des pépiniéristes avec lequel on travaille le plus, qui vont faire des prélèvements justement de graines sur le territoire du plateau de Valensole où on travaille pour, pour les multiplier et ensuite qu'on ait des végétaux à proposer qui soient vraiment adaptés localement avec des variétés adaptées. Côté parc, on s'occupe de tout le suivi administratif du projet. Donc, on va proposer ces financements, des financements pardon, aux agriculteurs. Donc, à hauteur, dans le cas de l'agence de l'eau, c'est à 70% de subventions pour les agriculteurs pour l'achat de plants, donc d'origine locale, de protection. Donc, c'est ce dont je vous parlais, donc contre le gibier. Donc, ça va être des manchons de protection à mettre autour des plants, donc pour le petit gibier, notamment les lapins. Et après, on propose aussi des dalles de paillage ou du paillage sous différentes formes pour mieux retenir l'eau dans le sol et puis éviter la compétition adventice. Pour se mettre d'accord là-dessus, on met en place des conventions de plantation où l'agriculteur s'engage à planter, à entretenir cette haie plantée au moins les 5 premières années. Et nous, de notre côté, on s'engage aussi à voilà, faire ce suivi-là, à organiser le projet. Et éventuellement, si les agriculteurs sont intéressés, on peut organiser des chantiers collectifs pour la plantation. Donc, on fait intervenir ponctuellement. Donc, ça peut être des étudiants, par exemple des étudiants du lycée agricole de Carmejeanne, ou bien on a déjà travaillé avec la bergerie de Faucon, par exemple, qui est située dans le parc du Verdon et qui est constituée de jeunes en réinsertion. Et donc, on s'occupe au moment de la livraison de vérifier que chaque agriculteur a bien reçu les protections adéquates avec les plants. Et ensuite, soit on plante avec eux, soit on s'assure qu'ils ont bien planté. Et on fait le suivi, du coup, les années après la plantation, en étant bien vigilant. C'est vrai que je ne l'ai pas redit au moment du diagnostic, l'un des points les plus importants, c'est aussi de s'assurer qu'ils puissent arroser les haies, puisque dans le contexte méditerranéen, les 2 à 3 premières années, on ne peut pas du tout s'affranchir de cet arrosage, euh, puisque les haies sinon ne peuvent pas se développer. Je pense qu'on peut passer. Donc sur cette question de la sensibilisation de manière plus globale, parce que donc c'est vrai que on peut avoir des demandes ponctuelles, mais le sujet des haies, il mérite encore d'être vraiment développé auprès des agriculteurs. Donc on organise des formations. L'an dernier, on a organisé notamment une formation sur l'entretien des haies matures auquel on a convié les agriculteurs du plateau de Valensole, mais aussi on avait transmis l'information aux élus des communes, parce que c'est un. Moi, enfin, dans mon travail, je travaille surtout avec les agriculteurs, mais il se trouve que les haies, elles ne sont pas uniquement dans les zones agricoles. Et on a beaucoup de communes qui ont des haies en gestion et qui ne savent pas forcément correctement les entretenir avec voilà, une tendance à entretenir avec les pareuses en faisant des dégâts vraiment et avec aussi
une contrainte que n'ont pas forcément les communes légalement, on va dire, mais les agriculteurs, via la politique agricole commune, ils n'ont pas le droit de couper une haie, enfin, je veux dire, de la tailler entre mi-mars et le milieu de l'été, alors que les communes n'ont pas forcément ces contraintes-là, etc. Donc, on essaie de faire de la sensibilisation à ce sujet-là. Euh, la sensibilisation, elle se fait aussi auprès de scolaires. On intervient ponctuellement auprès de lycéens ou collégiens. Et d'un point de vue plus communication, on travaille, enfin, on sort régulièrement des articles de presse. Alors, ciblés souvent vers le public agricole, on essaie de communiquer dans l'Espace Alpin, qui est le journal agricole du 04 et du 05. Et comme document de communication, je vous enverrai le lien dans le chat, mais on vous l'a mis aussi en fin de présentation. On a notamment édité un guide euh, à la plantation et à l'entretien des haies. Je veux bien qu'on revienne sur la diapo d'avant. Et donc ce guide-là, il permet d'avoir vraiment toutes les informations nécessaires, que ce soit en tant que particulier, en tant qu'élu, qu'agriculteur, pour pouvoir correctement choisir des essences, planter, préparer le sol, etc. On a aussi distribué une plaquette, donc vraiment à destination des agriculteurs cette fois-ci, et qui est disponible au parc pour pouvoir pour présenter notre prestation, notre accompagnement, on va dire. Et, euh, et voilà. Et Julie, tu voulais peut-être compléter sur l'avis de recherche. Du coup, c'est qu'avec les bureaux d'études sur lesquels on a travaillé pour l'élaboration des cartes enfin, de l'outil de priorisation de plantation de haies, on avait aussi du coup diffusé des avis de recherche dans les communes pour sensibiliser les gens sur la recherche de gîtes. Et ça nous permet derrière de pouvoir, une fois qu'un gîte est localisé, identifié, de pouvoir aussi travailler sur ses abords pour vraiment essayer de faire en sorte que les corridors depuis le gîte et vers le gîte sont en bon état. Donc on a aussi fait de la prospection et de la publication dans les communes sur les affiches, enfin sur les lieux d'affichage publics, quoi. Ce qui peut être aussi un bon moyen de relais pour les personnes qui sont pas forcément adeptes de l'informatique. Voilà, et après, sensibilisation des élus aussi. Donc, nous, vu qu'on a un parc naturel régional, on travaille beaucoup avec les élus. Et notamment, ça va aussi être avec l'échelle du PLU. Donc, c'est ce qu'on a parlé aussi tout à l'heure, c'est la prise en compte des haies dans les PLU, que ce soit pour essayer d'inciter à en planter ou pour les protéger. Et donc voilà, c'est quand même aussi important de ne pas viser que le monde agricole et aussi de trouver les autres relais possibles. Voilà. Et du coup, on vous remercie de votre écoute. Bah, merci à vous pour votre présentation. Je sais qu'on a dépassé, du coup, il y en a peut-être qui sont partis déjà, mais on peut, si vous avez le temps, on peut prendre peut-être deux, trois questions, et puis sinon, on répondra ultérieurement aux questions. On va Voilà. peut-être prendre quelques questions là. Il y a des Tout questions à qui sont fait, posées depuis un moment. Si les intervenants peuvent rester cinq un minutes petit pour peu, répondre aux cinq quelques minutes. questions qui ont été posées. Mhm. Du coup, il y a une première question de Saint-Chamas sur la question des canaux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse, mais en tout cas, de voir si au niveau de l'entretien des canaux et du faucardage notamment qui peut être réalisé, comment on peut intégrer l'enjeu Kiro dans le cas des canaux. Est-ce qu'il y a des exemples ou des retours d'expérience là-dessus? Parmi les intervenants, est-ce qu'il y a des réponses à apporter là-dessus ou des retours d'expérience qui pourraient exister? Alors, côté GCP, on n'a jamais travaillé sur cette problématique. Moi, j'ai cru comprendre que les gestionnaires de canaux avaient des contraintes fortes. Et pour l'instant, on ne s'est pas alors, intéressé à la gestion sur la partie aquatique. On avait proposé de s'intéresser à la gestion sur la partie des berges. Et finalement, enfin, notamment sur les canaux dans les Alpilles, la seule réponse, c'était de maintenir ce qu'il y avait non pas du côté canal, mais du côté limite de propriété où on laissait un rideau d'arbres.
Voilà, mais on n'a pas eu de problématique claire sur ce sujet. Je vois qu'il y a énormément de manières de gérer les canaux en Provence. Voilà ce que je peux répondre. Ok, Ok. merci Emmanuel pour cette réponse. Mm. Donc, bon, apparemment, encore, en tout cas, des discussions à avoir avec le gestionnaire des canaux pour voir quelles sont les possibilités d'adaptation, mais qui sont quand même assez contraignantes, visiblement. Oui, peut-être pour Mm. compléter côté Ouais. agence de l'eau, parce qu'on a vu des échanges sur le sujet avec certains gestionnaires. Nous, enfin voilà, on est assez frileux aussi sur cette question des canaux par rapport à des questions d'entretien, effectivement, de rugosité, de pente, etc., qui sont pas forcément favorables à la biodiversité, où c'est compliqué de gérer les deux. Et puis, il y a aussi la question de finalement mettre en place des projets de restauration de la biodiversité le long de ces canaux, sachant que ben, peut-être que dans les modèles à venir, on aura peut-être moins d'eau, voire un changement de système d'irrigation. Donc, du coup, enfin, voilà, on y va sur la pointe des pieds. Donc, effectivement, des discussions à avoir pour voir quelles seraient les propositions faites dans ce cadre. Ok. Ok, Pas d'autres compléments sur merci. la question des canaux. Donc la question suivante, c'est le besoin de mettre en place une formation auprès de services ayant en charge les espaces verts de la commune sur Carpentras. Est-ce que parmi vous, il y en a qui proposent des formations? Je sais que la LPO propose des formations, il y a d'autres structures qui peuvent le faire. Mm. Des formations spécifiques du coup sur la question de l'entretien répicier ou la question de la prise en compte des chiroptères dans la Alors, trame je urbaine. peux répondre sur ce qu'on fait, nous, mais c'est assez spécialisé. On organise généralement dans nos projets, ce que chacun a présenté tout à l'heure, des sensibilisations et des formations pour les services techniques. Donc, par exemple, sur Aix-en-Provence, sur le parc naturel urbain et les ripisylves de la Torse et de l'Arc, ben, on a proposé des formations pollution lumineuse, maintien des vieux arbres dans les parcs, gestion différenciée, ce qui se fait déjà dans beaucoup de parcs urbains. Mais c'est vrai que maintenir des arbres troués et à risque de chute, ça reste un énorme souci. Donc il y a quelques parcs qui le font malgré tout, faut le dire. Mais voilà, par contre, nous, on n'assiste pas, on n'encadre pas le déploiement d'une gestion différenciée des parcs naturels urbains ou des parcs urbains. Ça, pour l'instant, c'est pas monté, c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, il y a des nouveaux projets, peut-être, il y a des choses dans les ABC. Il me semble qu'il y a pas mal d'ABC qui ont produit des outils, des ABC qui ont été suivis par le SEN ou la LPO et qui ont produit des outils à disposition des gestionnaires. Merci Emmanuel pour ce Merci. retour. Du coup, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous pour préciser ce besoin en formation et vers les intervenants vous nous avez transmis vos contacts, on vous recontactera là-dessus. Euh, Enfin, une juste pour autre question. ajouter, en tout Oui, cas, concernant ces besoins très spécifiques, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les associations avec un mini cahier des charges dans un mail, ce que tu viens d'expliquer finalement, et Hmm, d'aller voir ce qui est possible ou non avec certains d'entre nous. Voilà. mhm. Ok. Ok. Alors, quelles sont les principales, c'est plus une question orientée en direction du public agriculteur, quelles sont les principales motivations des agriculteurs pour l'implantation de haies sur leurs parcelles? Mm. Quels sont les arguments pour les agriculteurs réticents? Alors, on s'éloigne un peu, pas si loin du sujet, mais en tout cas, c'est la question de la plantation de haies en bordure de parcelles le long des cours d'eau. Je peux peut-être répondre du coup parce que moi Oui. Ouais, je travaille avec les agriculteurs bien sûr. là-dessus. Alors ça va vraiment dépendre des contextes, mais après les motivations donc elles sont assez diverses. Celle qu'on a le plus souvent, c'est l'effet brise-vent quand même. Parce que sur les cultures, notamment les cultures de céréales, ça peut impliquer de la verse qui empêche de récolter. S'il y a beaucoup de vent, en fait, les céréales se couchent et ensuite les grains sont au sol. Euh, on a donc cet effet brise-vent, on a l'érosion du sol pour des parcelles qui peuvent être en pente, par exemple. Je le disais tout à l'heure, on a aussi l'effet d'ombrage pour les animaux, dans le cas d'agriculteurs qui sont éleveurs. On a aussi pour des agriculteurs qui sont en bio, parfois le souhait de lutter contre la dérive des produits phytosanitaires des producteurs voisins. Euh,
Plus généralement, alors mais bon, c'est pour des agriculteurs qui sont déjà sensibilisés à la biodiversité, ça va être une volonté de favoriser la biodiversité. Euh, mais ça arrive quand même assez fréquemment que ce soit ça, hein, l'objectif. Et éventuellement favoriser aussi les auxiliaires de culture, donc tous les insectes qui peuvent justement aider à lutter contre les ravageurs. Et peut-être le dernier qui revient, c'est après la création d'un microclimat, puisque le fait d'avoir des arbres, ça permet de retenir l'eau mieux. Donc voilà. Après, les arguments pour les agriculteurs réticents, ben, c'est de rappeler tous ces intérêts agronomiques. euh, de- Voilà, après, pour planter une haie, on ne peut pas avoir un agriculteur qui est vraiment complètement réticent, puisque il faut qu'il l'entretienne, il faut qu'il l'arrose les 2 à 3 premières années. Voilà, on peut les convaincre avec les arguments ben voilà, agronomiques ou autres, s'il y a d'autres, ben voilà, s'il y a une sensibilité, par exemple, à la biodiversité. Euh, mais voilà, on va plutôt travailler avec des agriculteurs qui sont motivés, quoi. Oui, Merci. peut-être pour compléter, merci Ouais. Lucine. Ce qui est aussi très important à aborder avec ces agriculteurs, c'est vrai que ça a été dit, mais c'est vraiment la question de l'entretien et de la gestion sur du moyen long terme, parce que finalement, c'est ça aussi qui peut être contraignant si les agriculteurs ne se sont pas appropriés la haie dès le départ comme quelque chose justement qui peut être utile par rapport à tous les avantages là qui viennent d'être exposés. Et donc, c'est vraiment important. Je sais qu'en Rhône-Alpes, il y a la mission Way qui agit notamment pour développer des filières aussi, pour pouvoir utiliser le bois comme bois de chauffage ou pour l'utiliser aussi dans les litières pour les animaux, que ce soit les poules ou les vaches, etc., quoi. Donc, il y a un vrai besoin. Enfin, voilà, il faut vraiment veiller, à mon sens, hein, par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir, à ce qu'ils s'approprient bien cette haie et notamment par rapport à tous les avantages que ça va pouvoir leur apporter et aussi à la nécessité que sur le long terme, ils s'approprient les formations, enfin voilà, qu'ils fassent des formations effectivement pour savoir comment la gérer au mieux en fait. Ok, Ok, parfait. merci bien pour ces réponses. Et puis on va prendre une dernière question, et puis après, Mathilde, je vous laisserai clôturer avec Mm. Katiana. A-t-on une idée du kilomètre de linéaire de ripisylve en région et quelle part a une largeur supérieure à 50 mètres? Alors je pense que ça c'est plutôt destiné à Emmanuel sur ta présentation. Mm. Euh, Alors non, ouais, enfin, j'imagine. et non tout de suite là, mais je sais qu'il y a différents projets internationaux, notamment de recherche avec l'Université de Rennes, qui travaille sur l'Europe entière, qui se sont lancés dans ce genre d'identification. Voilà. Mais les premiers résultats que j'avais pu voir il y a 2 ans n'allaient pas dans la finesse. On était sur des choses où finalement on ne savait pas si c'était vraiment de la ripisylve ou si c'était des boisements rivulaires secs. Mais bon, d'un point de vue fonctionnel pour les chauves-souris, qu'on ait les pieds dans l'eau une fois dans l'année au niveau de ce boisement ou que ce soit en fait une zone sèche avec des chênes, ça a le même fonctionnement, notamment sur les continuités. Enfin, ça a le même rôle. Mais non, c'est pas bien connu et les occupations du sol ne distinguent pas les ripisylves. C'est vraiment un gros souci qu'on a tous. Alors, Merci bien, Emmanuel. l'avenir est peut-être au LIDAR. Là, on lance un Oui, projet trame turquoise au sein duquel on a 3 ans de travail avec justement mes collègues qui sont autour de moi, là que vous voyez pas, avec Anaïs Sono et Elfie Loubinou. Et on va essayer d'identifier d'une part les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, les variables de ripisylvocénescentes, où sont-ils dans les ripisylves, mais aussi, je pense que ça va nous permettre d'identifier ce qui est des ripisylves de type humide, vraiment avec des peupliers, et puis des boisements qui sont beaucoup plus secs et qui voient, pour ainsi dire, jamais de l'eau à leurs pieds. Je pense qu'on devrait pouvoir en fonction des essences, mais ça, on vous dira ça dans 3 ans. ok, merci Mhm. beaucoup. Euh, Voilà, on a fait à Euh, peu près le tour des questions. En tout cas, vous retrouverez les liens là dans le chat et puis on vous enverra les compléments suite au webinaire s'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Super. Bah, merci Thomas pour la partie question, d'avoir animé ça. Katiana, est-ce que tu veux dire quelques mots avant que je clôture ou pas?
Non, Non? simplement remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation Mm. riche et intéressante et puis l'ensemble des participants. On est à votre disposition dans tous les cas pour vous accompagner au mieux sur vos projets si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous retrouverez, comme je l'ai dit au début, le replay de ce webinaire ainsi que la présentation sur le site de l'ARB. Je vais faire un tout petit complément aussi. Nous, on a une base d'initiatives inspirantes et dessus, il y a des projets de restauration en faveur des chiroptères aussi qui sont présents. Donc, n'hésitez pas aussi à aller consulter cette base-là. Voilà. Et si vous avez la moindre question ou vous voulez être mis en contact avec un des intervenants, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je verrai ce que je peux faire. Voilà. Merci à tous et puis je vous libère pour cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci. Merci, au revoir.